Le samedi 25 avril, une bombe a explosé sur la route panaméricaine dans le département colombien de Cúcuta, détruisant plusieurs véhicules et causant au moins 21 morts et plus de 50 blessés. Même si cette attaque est la plus visible des récents incidents par l'arme utilisée et le nombre de morts, ce n'était pas la seule. Au contraire, cela faisait partie d'une vague de 26 attaques rien que ce week-end-là, uniquement dans les deux départements de Cúcuta et Valle del Cauca. Ce week-end-là, il y a eu des frappes de drones sur des civils, une attaque ciblée contre un poste de police avec explosifs et fusils, et une attaque contre un bataillon militaire à Palmyra où les insurgés ont utilisé des bonbonnes de gaz piégées pour causer d'importants dégâts. Toutes ces attaques ont été menées par un seul groupe armé dans un pays qui en abrite des dizaines. 2 mois avant les attaques de Coquer, le président Gustavo Petro a survécu à une tentative d'assassinat après avoir alerté sur des menaces de trafiquants de drogue. D'autres responsables politiques n'ont pas survécu. Le sénateur Miguel Uribe, candidat à la présidence, a été assassiné en juin dernier et 2 membres du personnel présidentiel tués en mai. C'était le contexte national lorsque le peuple colombien s'est rendu aux urnes le 31 mai pour le premier tour de l'élection présidentielle du pays. Quand les premiers votes ont été exprimés, la situation en Colombie s'était tellement dégradée que la Croix-Rouge a averti qu'elle faisait face à sa pire crise humanitaire de la décennie. Au cœur de la crise, la présidentielle en Colombie portait principalement sur la sécurité. Les 2 finalistes ont des visions opposées pour résoudre ce problème. L'un d'eux, il veut déclarer la guerre totale. Guerre totale. Né en 1978 fils d'un magistrat qui a échoué 2 fois à devenir gouverneur de Cordoue, le candidat à la présidence Abelardo de la Asprea est, pour le dire gentiment, une figure controversée. C'est un homme qui a un jour avoué à la télévision nationale que, lorsqu'il était enfant, il attachait des chats à des pétards pour les regarder exploser. C'est un homme proche de Salvador Mancuso, condamné à 40 ans de prison pour des crimes qu'il vaut mieux ne pas préciser ici sur YouTube. Mancuso était un chef au sein d'un groupe paramilitaire tristement célèbre, l'AUS, et ses liens avec Monsieur de la Asprea semblent être assez profonds. Avocat de métier, de la Asprea s'est illustré au début des années 2000, en défendant les chefs paramilitaires ayant plongé la Colombie dans le chaos. Il allait ensuite défendre les politiciens accusés de s'être alliés à l'AUC et de l'avoir protégé, groupe aux liens troubles avec les forces armées colombiennes. Les anciens clients de la Asprea comprenaient Eleonora Pineda, Diez Malouf et Rocio Arias, toutes 3 condamnées dans l'un des plus grands scandales de l'histoire de la Colombie. Ce scandale a impliqué plus de 250 politiciens pour avoir collaboré avec l'AUC afin de consolider leur pouvoir. Cependant, le client le plus controversé de la Asprea n'est même pas colombien. Il s'agit d'Alex Saab, un ancien ministre vénézuélien qui était extrêmement proche de l'actuel président capturé, Nicolás Maduro. Comme Maduro, Saab est actuellement l'hôte du système judiciaire pénal américain, jugé pour son rôle présumé dans une vaste conspiration internationale de blanchiment d'argent. Malgré ses liens avec la politique louche latino-américaine, de la Asprea a opéré une transformation et se présente maintenant comme un homme intransigeant face au crime, dernier espoir de la Colombie pour mettre fin au chaos. Il a adopté le surnom de Le Tigre, qui selon lui représente son caractère et sa volonté de se battre pour le peuple colombien. Et bien que ce soit son surnom préféré, les observateurs l'ont baptisé la version colombienne de Nayib Bukele du Salvador. Il ressemble même à Bukele et nous voulons vraiment dire qu'il semble vraiment essayer de lui ressembler. Maintenant, bien sûr, Bukele est le président salvadorien dont les politiques ont réduit le taux d'homicide de son pays de 53, un meurtre pour 100 000 habitants en 2018 à 1,9 pour 100 000 en 2024. Étant donné la crise de sécurité intérieure en Colombie et étant donné qu'un candidat pourrait présenter des politiques à la Bukele comme une solution potentielle, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi de la Asprea voudrait lui ressembler, parler comme lui et faire des promesses similaires. Mais Bukele a réduit spectaculairement les homicides au Salvador grâce à 2 actions. Quelques jours après sa prise de fonction, il a lancé le plan de contrôle territorial, renforçant la présence militaire dans les zones dominées par les gangs. Leur objectif, en plus d'arrêter les personnes impliquées dans la criminalité, était de mettre fin à l'extorsion, une source majeure de financement pour les gangs. Parallèlement, l'administration de Bukele a instauré l'état d'urgence temporaire dans le système pénitentiaire, plaçant 28 prisons en confinement total. Tout cela visait à empêcher les chefs de gang, pour la plupart en prison, de communiquer avec leurs membres et de coordonner des attaques violentes. C'était la base du travail. En mars 2022, après une hausse des homicides avec 87 morts en un week-end, le gouvernement du Salvador a déclaré l'état d'exception, suspendant les droits constitutionnels et donnant des pouvoirs illimités aux forces de sécurité. Plus de 85 000 personnes ont été arrêtées depuis l'instauration de l'état d'exception.
Pour accueillir le surplus, le gouvernement a construit le centre de confinement du terrorisme, mieux connu sous le nom de Sikot, une méga-prison de 40 000 places qui était désormais la plus grande du monde. Les prisonniers du Sikot ne reçoivent pas de visite et ne sont jamais autorisés à sortir à l'extérieur. La prison ne propose aucun programme de réinsertion pour préparer les détenus à la vie civile, car selon le ministre de la Justice de Bukele, ceux du Sikot ne retourneront jamais dans leur communauté. De la Asprea veut reproduire ce système en Colombie. De la Asprea propose de bâtir 10 méga-prisons inspirées du Sikot, où les détenus seraient, selon lui, enfermés à 10 étages sous terre avec seulement du pain et de l'eau. Il s'est engagé à renforcer les forces armées du pays grâce à des drones et à l'intelligence artificielle, à lancer une offensive militaire nationale pour rétablir le contrôle de l'État en 90 jours, à reprendre les frappes aériennes sur les camps narcos dans la jungle et à effectuer la fumigation aérienne des cultures de coca tout en les remplaçant par du cacao et du palmier africain afin d'aider les agriculteurs à s'éloigner des activités illicites. Il a aussi promis de déployer l'armée nationale dans les villes colombiennes pour reprendre les zones urbaines contrôlées par les gangs. Ce faisant, il confierait à l'armée des fonctions habituellement réservées à la Protección Militar à la police colombienne. De la Rosa a proposé d'autoriser la police à tirer sur les manifestants jugés violents et d'assouplir, sous condition, les restrictions sur le port d'armes pour les civils. Plus important encore, il a exclu tout espoir de paix avec les paramilitaires colombiens et leurs réseaux criminels. Au lieu de cela, il a déclaré à la société de presse qu'il déchaînerait la colère de Dieu contre les narcoterroristes et toute personne qu'il avait désignée comme cible militaire, les éliminant comme des cafards et des rats. Eh bien, c'est beaucoup. Mais le message trouve un écho auprès des électeurs colombiens. De la Rosa est arrivé en tête lors du premier tour de l'élection présidentielle avec 43,74% des voix. Il a défié les sondages qui plaçaient pas son rival, le sénateur de gauche Iván Cepeda, en tête. Il a battu Cepeda dans 16 des 32 départements du pays, principalement à l'intérieur du pays et le long de la frontière avec le Venezuela. Cependant, il a eu moins de succès sur la côte, où ces 4 dernières années, le gouvernement colombien a beaucoup investi dans le développement. Laura Bonilla, directrice adjointe de la Fondation Paix et Réconciliation, PARES, a expliqué à Al Jazeera que cela venait du fait que les habitants des zones centrales et proches de la capitale privilégiaient la sécurité. Ceux vivant sur la côte étaient les plus préoccupés par les questions socio-économiques défendues par le candidat de gauche Cepeda. Néanmoins, le fait que de la Asprea ait remporté le premier tour reflète un rejet généralisé du gouvernement actuel de la Colombie sous Gustavo Petro. Sous Petro, l'administration était vue comme favorisant l'enrichissement et le renforcement des gangs, tout en échouant à appliquer un plan d'amnistie nationale. Pour beaucoup, de la Asprea incarne l'opposé de Petro. C'est une figure à la Bukele dont les politiques, bien que controversées en Occident, sont jugées nécessaires par les Colombiens pour sauver leur pays de la violence. La femme d'affaires locale, Belka Serra, l'a parfaitement résumé dans une interview avec NPR en citant « Nous avons besoin d'un Bukele pour que les choses puissent changer ici en Colombie ». Gagner le soutien du public est une chose, surtout en campagne, quand les candidats à la présidence peuvent promettre avant que leur politique ne soit testée. Mais mettre en œuvre ces politiques avec succès, c'est une toute autre affaire. Et cela soulève une question intéressante. La stratégie de guerre totale de la Espada peut-elle vraiment réussir en Colombie ? Faisons d'abord une pause pour vous présenter notre site réservé aux abonnés. Front.co est notre plateforme pour les histoires que nous ne pouvons pas traiter ici, un lieu pour approfondir bien plus que sur la chaîne principale. Chaque semaine, nous publions 2 vidéos exclusives, 2 articles d'experts et 1 ou 2 podcasts sur les principaux sujets de conflits et de géopolitique. Notre couverture porte souvent sur les conflits en Amérique latine, mais aussi sur le Moyen-Orient, l'Ukraine, le Soudan, le Sahel, l'Europe et d'autres régions. Sans oublier tous les autres conflits mineurs que le reste du monde a tendance à ignorer. Un abonnement à Front, seulement 5 $ par mois ou 50 $ par an. Est-ce que ça peut marcher ? Pour évaluer si la stratégie de guerre totale de la Asprea peut réussir, il faut analyser les facteurs du modèle de Bukele qui l'ont rendu efficace, mais dont de la Asprea ne bénéficiera pas. Tout d'abord, le Salvador est un très petit pays, couvrant environ 21 000 km² avec une population d'environ 6 millions d'habitants. À titre de comparaison, la Colombie couvre environ 1,1 million de km², ce qui la rend environ 50 fois plus grande que le Salvador, avec une population d'environ 54 millions d'habitants, soit à peu près 9 fois plus de personnes qu'au Salvador. Deuxièmement, la violence qui a frappé le Salvador provenait de 2 principaux groupes, MS-13 et Barrio 18. Contrairement aux cartels mexicains ou colombiens, ces gangs n'ont jamais joué un rôle clé dans le trafic international de drogue.
Au lieu de cela, ils gagnèrent la plupart de leur argent grâce à l'extorsion locale, en faisant chanter les chauffeurs de bus, les vendeurs de marché et les petites entreprises, principalement dans les quartiers qu'ils contrôlaient. Troisièmement, comme l'a indiqué Rissa Gras-Dargo, experte de l'Amérique latine au groupe Eurasia, tous les membres avaient des tatouages faciaux, ce qui les rendait très faciles à identifier. La Colombie doit faire face à un éventail beaucoup plus large de groupes paramilitaires et de groupes criminels organisés, dont la plupart sont bien plus ambitieux, mais aussi bien meilleurs pour se fondre dans la population civile. Moins reconnu au Salvador, le pacte secret de Bukele avec les gangs reste pourtant crucial. El Faro, média d'investigation majeur, a révélé un accord secret entre des chefs de gang et 2 responsables de Bukele, Cyrus Luna, directeur des prisons, et Carlos Marroquín, chef de l'unité de reconstruction du tissu social. En échange du contrôle sur la vente de concessions à l'intérieur des prisons et de la promesse de programmes sociaux et économiques, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des prisons, les chefs de gang ont promis de maintenir les taux de violence bas. Ce pacte a amené les gangs à croire que les répressions de Bukele seraient temporaires et probablement assez limitées. Au départ, ils avaient de raison, car en avril 2020 et novembre 2021, les gangs ont enfreint l'accord et déclenché des vagues de meurtres. Dans les 2 cas, Bukele a juré vengeance, publié les photos des auteurs et ordonné à l'armée d'utiliser la force létale. Mais les répressions ont été aussi brèves que les attaques. Les gangs n'ont pas réagi et le gouvernement a repris les négociations rapidement. Ainsi, Bukele a pu fabriquer un faux sentiment de sécurité, si bien qu'en mars 2022, lorsque les gangs ont recommencé à tuer, ils avaient peu de raisons de croire qu'il y aurait une quelconque déviation dans le schéma. Face à la répression et aux arrestations habituelles du gouvernement, les gangs n'ont pas réagi, pensant que cela passerait comme auparavant. Cela a donné au gouvernement Bukele une fenêtre critique pour neutraliser les gangs. Lorsqu'ils se sont rendus compte de ce qui s'était passé, il était déjà trop tard. Bukele avait déjà déclaré l'état d'exception, rendant parfaitement clair qu'il n'allait pas retourner à la table des négociations. Bukele gérait un petit territoire avec une population réduite, tentant de réprimer seulement 2 groupes armés aux priorités limitées et membres identifiables, alors que le gouvernement, déjà en accord avec les gangs, se montre complaisant. Aucune de ces conditions ne sera aisée à reproduire ailleurs, surtout pas en Colombie. Mais ne vous fiez pas qu'à nous. Observez le cas de l'Équateur. À son arrivée en 2023, le président Daniel Noboa a adopté la méthode de Bukele, conflit armé interne, armée déployée et méga-prison proposée à la Cicotte. Et pendant un certain temps, cette stratégie a fonctionné. Jusqu'à ce que cela ne fonctionne plus. Après une baisse de 14% des homicides volontaires entre 2023 et 2024, le taux d'homicide en Équateur a atteint 50,9 pour 100 000 habitants en 2025. Les observateurs expliquent l'échec de Noboa par la fragmentation des gangs. En arrêtant ou tuant les chefs criminels, ces forces n'ont pas neutralisé ces groupes. Au lieu de cela, elles ont éclaté des organisations criminelles, autrefois unifiées en factions rivales, chacune se battant contre les autres pour le contrôle des routes de trafic de drogue et des territoires d'exploitation minière illégale. Voilà ce qui arrive quand l'économie qui soutient les gangs est assez forte pour produire de nouveaux chefs. Mais en Colombie, la situation était bien pire. La Colombie est plus de 50 fois plus grande et a 9 fois plus d'habitants que le Salvador. Cette population occupe l'un des terrains les plus difficiles d'Amérique latine, mêlant jungle dense, haute montagne et milliers de kilomètres de côtes et de fleuves utilisés comme corridors de trafic depuis des décennies. Les groupes armés en Colombie sont plus complexes qu'au Salvador et ne dépendent pas de l'extorsion pour financer leurs opérations. Le clan du Golfe, principale organisation criminelle de Colombie, tire ses revenus de la taxation de la culture de coca et du contrôle des routes menant le produit fini vers l'Amérique centrale, les États-Unis et l'Europe. Le clan du Golfe pratique aussi l'exploitation minière illégale et le trafic de migrants. Le LN se finance par le trafic de drogue, l'exploitation illégale de l'or, les enlèvements et l'extorsion. Des factions des forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC, se sont séparées il y a plusieurs années en groupes paramilitaires autonomes après le désarmement des FARC lors d'un plan d'amnistie nationale que les Colombiens jugent aujourd'hui comme un échec. Les groupes paramilitaires dissidents vivent du trafic de drogue, de l'extorsion, de l'exploitation minière illégale et, dans certaines zones, de l'enlèvement et du contrôle de l'économie de la coca. De la Espriella devra stopper ses revenus pour en finir avec la violence. Mais c'est bien plus difficile en Colombie qu'au Salvador, où Bukele a seulement interrompu un réseau d'extorsion. De la Espriella devra perturber les systèmes de narcotrafic, réseaux miniers illégaux, traite d'êtres humains, enlèvement, extorsion et criminalité locale, soutenant les gangs salvadoriens. De la Espriella ne peut pas simplement s'attaquer à ces sources de revenus une par une. Ces groupes sont trop diversifiés, et même s'ils doivent se serrer la ceinture pendant un certain temps, ils pourront survivre en s'appuyant sur les parties de leur activité que de la Espriella met de côté pour plus tard. Il existe aussi le risque qu'en s'attaquant aux chefs de gang, de la Espriella fracture davantage le groupe, comme en Équateur, aggravant la crise.
Il faut rappeler que la Colombie a déjà tenté l'option militaire avec des résultats mitigés. De 2002 à 2010, pendant la présidence d'Álvaro Uribe, la Colombie a mené une offensive militaire soutenue contre les FARC, qui étaient à l'époque le plus grand groupe insurgé du pays. À l'époque, Bogota bénéficiait de milliards de dollars d'aide américaine via le plan Colombie. Les FARC, affaiblis et repoussés de certains territoires, se sont adaptés. Le groupe a adopté des tactiques de guérilla, accru son implication dans le trafic de drogue et recruté agressivement en zone rurale. Les FARC ont signé un accord de paix avec le gouvernement, mais certaines factions ont résisté et sont devenues des groupes dissidents actifs. Plus important encore, même si les FARC ont déposé les armes, c'était le seul groupe à l'avoir fait. La Colombie comptait encore de nombreux autres groupes armés qui étaient plus qu'heureux de combler le vide laissé derrière eux. Nous ne disons pas que la guerre totale de la Asprea est vouée à l'échec. Nous avertissons que la Colombie diffère fondamentalement du Salvador et que ce qui a marché là-bas ne fonctionnera peut-être pas ici sans changement important. Mais de la Asprea n'est pas encore le président de la Colombie, même si tous les signes suggèrent qu'il va gagner. Les électeurs doivent choisir entre son plan de guerre totale et l'alternative de paix totale. L'alternative pour le peuple colombien, la paix totale, est une idéologie profondément liée à l'actuel président Gustavo Petro, le tout premier président de gauche du pays et le 35e président de son histoire. Le principe de la paix totale était d'offrir aux groupes armés des incitations, comme garder une partie de leurs richesses, suspendre les opérations militaires et réduire les peines. En contrepartie, ils devaient rendre les armes et rejoindre l'économie légale. La paix totale avait commencé avant l'élection de Petro. Après son arrivée, il a annoncé un cessez-le-feu de 6 mois avec les 5 principaux groupes armés. Bien que le cessez-le-feu soit une bonne idée en théorie, la plupart des experts jugent sa mise en place précipitée. Un expert a déclaré à l'ACLED « Aucun protocole, mécanisme de supervision ni délimitation territoriale n'indiquait où les groupes armés devaient en attendre ». Le LN a aussitôt nié avoir accepté un cessez-le-feu et le gouvernement a suspendu ces cessez-le-feu avec 2 autres groupes après qu'ils ont violé les termes de l'accord. Ce schéma s'est maintenu pendant les 3 années suivantes. Des accords étaient annoncés, violés, suspendus, puis repris, tandis que les groupes devenaient de plus en plus puissants tout au long de cette période. C'était un peu comme avant la répression de Bukele, mais en Colombie, il n'y a jamais eu de telle répression. À l'approche des élections, la paix totale était déjà vue comme un échec. Dans un sondage, 52% des personnes interrogées ont déclaré que l'initiative n'était pas viable, et 68% ont affirmé que la situation sécuritaire se détériorait. Une raison principale à cela est que les groupes armés étaient dépassés de 6 500 membres en 2017 à au moins 25 000 en 2025 et que le taux d'homicide restait incroyablement élevé, à 25,8 pour 100 000 habitants en 2025. Le sénateur Iván Cepeda, allié de longue date du président Petro, demande à la Colombie de réessayer. Il est considéré comme l'architecte de la paix totale. Cepeda est l'une des figures les plus tragiques de la politique colombienne. Son père, journaliste et secrétaire général du Parti communiste colombien, a été assassiné par des paramilitaires liés à l'État colombien. Cela fait d'Iván Cepeda l'une des victimes les plus en vue de la violence que la Colombie a endurée tout au long de son histoire moderne. Malgré cette confrontation précoce avec la violence, Cepeda continue de croire en la paix totale. Interviewé par El Tiempo, il a affirmé que la paix totale n'était pas responsable du renforcement des groupes armés ni de la hausse de la violence dans des régions comme le Cauca. Il a expliqué la croissance de ces groupes par l'économie illicite colombienne et le manque de solutions et de ressources dans les zones pauvres. Il a annoncé l'élargissement de l'État-providence, le renforcement des subventions pour les personnes âgées et la création de nouvelles universités pour offrir aux jeunes Colombiens des compétences utiles. Il a aussi dit qu'il verrait comment dialoguer et avec quel groupe, ajoutant que la Colombie ne pouvait rester dans un dialogue éternel avec les groupes armés sans résultat. Malgré ces promesses, nous restons sceptiques quant à l'efficacité de 4 années de paix totale. Au cours des 4 dernières années, le nombre de gangs a augmenté tandis que les taux d'homicide restent constamment élevés et que la capacité de sécurité de l'État se détériore encore davantage. Malgré notre scepticisme, nous ne voterons pas au second tour de l'élection en Colombie le 21 de ce mois. Le peuple colombien devra décider si son pays suit la voie de la paix totale ou celle de la guerre totale. Lors d'un second tour, où les candidats qui auraient pu offrir une sorte de compromis ont déjà été éliminés de la course. Merci de nous avoir regardés.